Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle table ronde intitulée ce matin Tout savoir sur la DOETH, la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Avant de démarrer, nous allons donc vous présenter notre invité. Bonjour Laurent, je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Laurent Millet, chargé d'études et de développement donc, à la GFIP PACA Corse. Et je m'occupe particulièrement donc, de l'accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre de leur politique d'emploi. Tout savoir sur les changements mis en œuvre depuis janvier 2020 sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les changements de règles de calcul de la contribution, la nouvelle obligation avec un référent handicap pour certaines entreprises, le simulateur de calcul AGFIP et bien d'autres choses, les ECAP. Laurent, je vous laisse nous expliquer tout cela. Donc, juste une remarque liminaire donc, des textes de loi. Donc, j'ai essayé, autant que faire se peut, d'alléger la présentation et le support. Ce n'est pas toujours possible, puisqu'il faut quand même rentrer dans le détail de certains textes, etc. Donc, je m'en excuse par avance. Donc, pour rendre plus dynamique la présentation, j'ai fait le choix de vous présenter la situation précédente, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2020 et depuis le 1er janvier 2020, donc l'entrée en vigueur des principales mesures de la loi qui a modifié l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Comme ça permet d'avoir une vision de ce qui existait avant et ce qui a changé et mettre en exergue vraiment les changements de la loi. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet. Donc, la réforme, elle prend appui sur 2 textes législatifs. Donc, vous aurez, il y a des liens hypertextes dans la présentation, on vous la fera parvenir a posteriori. Comme ça, vous pourrez aller plus loin si vous le souhaitez pour approfondir un petit peu la question. Donc, il y a effectivement la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui emporte la majorité des changements sur la réforme d'obligation d'emploi, ainsi que la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, la loi dite Pacte. Ensuite, il y a eu des textes d'application. Les premiers textes sont parus en mai 2019, avec 3 décrets qui concernent la déclaration, le calcul de la contribution et la mise en œuvre des accords agréés dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En août 2019, il y a eu une ordonnance qui vise à assurer la cohérence entre les différents textes législatifs de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le 25 novembre 2019, il y a eu un arrêté sur les modalités de renouvellement d'agrément des accords travailleurs handicapés agréés. Un arrêté le 12 décembre 2019 sur les attestations pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial sur un modèle d'attestation à délivrer donc aux entreprises qui ont recours à leurs services. Et enfin, plus près de nous, le 5 novembre 2020, donc, il y a eu un décret qui concerne plus spécifiquement les emplois à conditions d'aptitude particulière, ainsi que 3 nouvelles dépenses déductibles qui ont été introduites temporairement, on le verra en détail, et quelques modalités et précisions qui ont été apportées par ce dernier décret qui était très attendu. Donc, juste pour rappeler les principaux objectifs de cette réforme, c'était employer. Donc, la réforme met l'accent sur l'emploi direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, simplifier les démarches, parce que désormais la déclaration se fait mensuellement en DSN. Il y a pas mal de simplifications qui ont été apportées par cette loi, que ce soit au niveau de la déclaration ou au niveau des modalités de calcul. Et valoriser aussi toute forme d'emploi, pour prendre en considération tout type de contrat, au prorata du temps de présence, etc., pour prendre en compte l'ensemble des modalités de réponse qui peuvent être apportées par les entreprises sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, les grands principes, on va les développer ensemble. Donc, tout d'abord, un taux plancher de 6% révisable tous les 5 ans, une obligation de déclaration des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour tous les employeurs, y compris les moins de 20 salariés, une déclaration via la DSN, la déclaration sociale nominative, l'entreprise comme entité d'assujettissement, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pris en compte, quelle que soit la durée et la nature du contrat, CDD, CDI, stage, PMSMP, intérim, etc. On y reviendra en détail tout à l'heure. Le calcul des effectifs en moyenne annuelle, ça c'est issu de la loi Pacte, la suppression du dispositif de minoration,
Pour les travailleurs handicapés de 50 ans et plus, une valorisation spécifique a été introduite voilà, dans les règles de calcul. La possibilité de déduire de la contribution le recours aux entreprises adaptées, aux établissements de services et d'aide par le travail et aux travailleurs indépendants handicapés. La révision de la liste des catégories de dépenses déductibles, donc on est passé de 13 à 6 dépenses. La modification de la valorisation des ECAP, les emplois à conditions d'aptitude particulière, avec là aussi des modalités de déduction de la contribution. Une exonération via les accords agréés 3 ans renouvelables une fois. Et enfin, ça c'était en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'obligation de nommer un référent handicap dans les entreprises qui emploient au moins 250 salariés. Donc je vous propose voilà, de balayer en détail tous ces changements. Donc tous les 5 ans, le taux de 6% pourra être révisé. Précédemment, c'est un taux qui avait été fixé avec la loi du 10 juillet 87 et qui n'avait pas évolué depuis 30 ans. Donc, depuis le 1er janvier 2020, il a été introduit la possibilité de réviser ce taux de 6% qui constitue un minimum tous les 5 ans. Donc, il y aura la possibilité de le réviser donc, via le Comité national consultatif des personnes handicapées qui sera consulté voilà, pour cette révision. Et il pourra être ajusté en fonction de la prévalence de la population de personnes actives handicapées voilà, et des situations aussi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi sur le marché du travail, en compte les évolutions de cette population. Donc, tous les employeurs mobilisés, précédemment, seuls les employeurs qui occupaient au moins 20 salariés étaient concernés par l'obligation d'emploi. Donc, depuis le 1er janvier 2020, tous les employeurs, y compris ceux qui occupent moins de 20 salariés, doivent déclarer les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qu'ils emploient, donc via la déclaration sociale nominative. Et seuls, toutefois, les employeurs qui emploient au moins 20 salariés et plus sont soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec l'application du taux de 6% et le versement d'une contribution dans le cas où, effectivement, cet objectif n'est pas atteint. Donc, on parle d'obligation déclarative pour l'ensemble des employeurs et d'une obligation contributive pour les employeurs de 20 salariés et plus. Donc, ces données permettront d'avoir une vision exhaustive de l'emploi des personnes en situation de handicap, ce qui n'était pas le cas à l'heure actuelle, puisqu'on avait une vision uniquement pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc, la déclaration se fait désormais via la DSN depuis le 1er janvier 2020. Donc, voilà, précédemment, elle pouvait se faire par télédéclaration ou via des formulaires CERFA papier. Donc, il y avait 5 formulaires en tout avec une centaine de rubriques renseignées. Voilà, désormais, ça a été simplifié. En DSN, tous les mois, l'entreprise déclare ses bénéficiaires de l'obligation d'emploi présents dans son effectif au cours de l'année. Et ensuite, en année N+1, donc il y aura une déclaration annuelle qui s'opérera. Alors théoriquement, elle est prévue donc en début mars, entre le 5 et le 15 en fonction de l'effectif, et elle donnera lieu à ce moment-là au paiement éventuel de la contribution. Donc voilà, donc là c'est la première année de mise en œuvre, puisque l'obligation d'emploi a été modifiée au 1er janvier 2020. La première déclaration sera concernée sur l'exercice 2021. Donc pour cette première année de mise en œuvre, il a été décidé de décaler la déclaration et le versement éventuel de la contribution sur la déclaration sociale nominative du mois de mai 2021. Donc, la première déclaration sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec les modalités introduites par cette réforme s'opérera donc entre le 5 et le 15 juin 2021. Alors, vous aurez des précisions qui vous seront apportées à ce titre par les URSSAF ou la mutualité sociale agricole en fonction effectivement de la caisse dont vous dépendez. Donc, l'assujettissement à l'obligation d'emploi se fait désormais au niveau de l'entreprise. Précédemment, on était au niveau des établissements notamment autonomes qui pouvaient déclarer chacun leur déclaration obligatoire sur l'emploi des travailleurs handicapés. Depuis le 1er janvier, l'assujettissement est au niveau de l'entreprise, donc au niveau SIREN, voilà, en cohérence avec les autres déclarations sociales. Donc, et des modalités transitoires ont été mises en œuvre jusqu'en 2025 pour limiter l'augmentation de la contribution qui pourrait être introduite justement par ce changement d'assiette. Donc, le délai d'exonération à l'obligation d'emploi passe à 5 ans. Précédemment, on était sur 3 ans. Une fois qu'on passait
le seuil de 20 salariés, il y avait 3 ans d'exonération de la contribution. Cette période permettait de se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Si effectivement aucune action positive était mise en œuvre sur une durée supérieure à 3 ans, il y avait une majoration de la contribution qui s'appliquait avec un coefficient qui était calculé à 1500 fois le SMIC horaire par unité manquante. On y reviendra dans le détail aussi sur cette majoration. Donc, depuis le 1er janvier 2020, on passe à 5 années consécutives d'exonération une fois qu'on passe le seuil de 20 salariés. Donc, on parle d'années consécutives. Donc, effectivement, il faut que pendant 5 ans consécutifs, l'effectif de l'entreprise soit supérieur à 20 salariés. Si on repasse en dessous de 20, ça neutralise ce délai, on repart pour 5 années consécutives. Donc, durant cette période, il n'y a pas d'obligation de mettre en œuvre des actions. Et ensuite, effectivement, on analysera au-delà de ces 5 ans, la période de 3 ans pour mettre en œuvre des actions positives. Et l'application de la majoration ou de la surcontribution à 1500 fois le SMIC horaire interviendra à l'issue. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour bien comprendre comment ça se déroule. Donc, par accroissement d'effectifs, on dépasse le seuil où une entreprise créée a 20 salariés dans son effectif. Elle va avoir 5 ans pendant lequel elle sera exonérée totalement de paiement de contribution. Donc, on voit dans l'exemple, si effectivement en 2021, c'est la première année de passage du seuil de 20 salariés, elle va être exonérée donc jusqu'en 2025. À l'issue, il y aura 3 ans de mise en conformité avec l'obligation d'emploi, donc à partir de l'année 2026, 2027 et 2028. Et si effectivement aucune action positive n'est engagée à l'issue, la surcontribution s'appliquera à partir de 2029. Donc, on verra après les actions positives, etc. La possibilité aussi de sous-traiter en direction des entreprises adaptées, des établissements de services et d'aide par le travail et des travailleurs indépendants handicapés avec un montant minimum qui est fixé par la loi, 600 fois le SMIC horaire pour la période, qui permet là aussi d'éviter l'application de la majoration de la contribution. Voilà un petit peu comment ça se déroule désormais. Donc, le décompte des effectifs, assujettissement ou bénéficiaires d'obligation d'emploi est réalisé en effectif moyen annuel. Précédemment, on prenait l'effectif au 31 décembre de l'année. Désormais, on prend en compte les ETP en effectif moyen annuel. Ça correspond aux effectifs du calcul, au calcul des effectifs dans le cadre du droit commun, donc comme toutes les déclarations sociales. Donc, à titre d'exemple, un salarié qui travaille à 80% à compter du 1er juillet de l'année sera comptabilisé à 0,8 pour le temps de présence et 6 douzièmes parce qu'à partir du 1er juillet, il était à 80%. Donc, ça représentera 0,4 unités dans le décompte de l'effectif. Donc, le décompte des intérimaires dans l'effectif d'assujettissement des entreprises utilisatrices. Alors, depuis le 1er janvier, les intérimaires ne sont plus comptabilisés dans l'effectif d'assujettissement de l'entreprise qui va utiliser leurs services. Dans les effectifs des entreprises de travail temporaire, on prend en compte uniquement l'effectif de salariés permanents. Il y a un arrêté que je vous ai cité en préambule qui concerne effectivement un modèle d'attestation pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi intérimaire qui auraient été mis à disposition des entreprises et qui seront donc à déclarer au moment de votre déclaration sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Juste une précision, donc à titre expérimental, jusqu'au 31/12/2021, le recours à un intérimaire handicapé est un motif à part entière de recours à l'intérim au même titre que l'accroissement d'activité, etc. Ça a été introduit là aussi par la loi. Toutes les formes d'emploi sont valorisées dans le calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, on va prendre en compte tout type de contrat, que ce soit du CDI, du CDD, du contrat aidé, de l'intérim, pour être décompté au prorata du temps de présence dans l'effectif. On va prendre en compte aussi les stages, quelle que soit leur durée, donc au prorata là aussi en présence, y compris les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les PMSMP. Précédemment, les stages étaient limités à 2% de l'effectif d'assujettissement. Il fallait une durée minimale de 35 heures. Désormais, il n'y a plus de plafond de 2%, ni de durée minimale. On va vraiment prendre en compte la réalité au prorata du temps de présence du stagiaire dans l'effectif.
Et le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi se fait également en moyenne annuelle, hein, contrairement à la situation précédente où on prenait en compte l'effectif uniquement des bénéficiaires présents dans l'entreprise au 31 décembre. Donc voilà, un gros changement là aussi sur les modalités de décompte des bénéficiaires. Donc la disparition des minorations, précédemment il y avait 5 minorations qui étaient là pour prendre en compte l'effort consenti par les employeurs, avec l'embauche par exemple des jeunes de 26 ans et plus ou des 50 ans et plus, l'embauche, le maintien dans l'emploi, voilà, de personnes qui étaient concernées par la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Alors, il y avait 5 minorations. Désormais, il y a juste une valorisation spécifique qui a été intégrée pour prendre en compte l'emploi des seniors handicapés, donc avec une valorisation à 1,5 au lieu de 1 unité pour un bénéficiaire de l'obligation d'emploi de moins de 50 ans. Donc, par rapport à l'exemple que je vous avais présenté tout à l'heure, si on a un bénéficiaire de 51 ans qui travaille par exemple à 80% la moitié de l'année, donc à compter du 1er juillet, on le valorisera à donc 80,08 pour le 80%, 6 douzièmes pour prendre en compte la moitié de l'année, et on appliquera 1,5 au lieu de 1, ce qui fait 0,60. Dans l'exemple précédent, pour un bénéficiaire de moins de 50 ans, on était à 0,4 pour la valorisation. Voilà, c'est vraiment pour encourager le maintien dans l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi seniors au niveau des entreprises. Donc, le recours à la sous-traitance valorisé sous forme de déduction de la contribution. Voilà, précédemment, on comptabilisait ce qu'on appelait l'emploi indirect. Il y avait l'emploi direct avec les bénéficiaires qui étaient employés par l'entreprise directement et l'emploi indirect avec des modalités de calcul qui étaient assez savantes. Donc, désormais, la sous-traitance est valorisée en déduction du montant de la contribution. Donc, elle n'a plus d'impact sur le taux d'emploi de l'entreprise, comme c'était le cas précédemment. Donc, mais elle est déduite du montant de la contribution. Donc, les calculs ont été simplifiés. Désormais, c'est un taux unique de 30% hors taxe du coût de la main-d'œuvre attachée à la prestation qui est pris en compte. Donc, ça simplifie là aussi le montant du calcul. Donc, avec là aussi un dispositif qui encourage le recours à la sous-traitance. On le verra dans un exemple qui suit. Donc, plus l'entreprise embauche de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, plus elle peut valoriser de sous-traitance et donc réduire le montant de sa contribution avec là aussi un nouveau mode de valorisation basé sur le coût de la main-d'œuvre. Donc voilà, précédemment, les unités étaient converties en unités bénéficiaires et intégraient le taux d'emploi de l'entreprise avec des modalités différentes si c'était de la prestation ou de la main-d'œuvre. Donc depuis le 1er janvier 2020, ça intervient en déduction du montant de la contribution. Règle de calcul simplifiée, je vous l'ai précisé à l'instant, donc la possibilité de déduire du montant de la contribution 30% hors taxe du coût de la main-d'œuvre issue donc de la facture des prestations ou la mise à disposition qui a été réalisée. Donc, si l'entreprise a un taux d'emploi inférieur à 3%, elle pourra déduire jusqu'à 50% de sous-traitance du montant de sa contribution. En revanche, si elle a un taux d'emploi égal ou supérieur à 3%, elle peut déduire jusqu'à 75% de sous-traitance du montant de sa contribution. Donc, on le voit, donc, ça incite les entreprises à recourir à la sous-traitance. Donc, plus l'entreprise emploie de bénéficiaires, plus elle peut déduire du montant de sa contribution. Donc, la sous-traitance permet également d'éviter l'application de la majoration de contribution. On a vu, une entreprise doit réaliser des actions positives. Si, sur une période supérieure à 3 ans, aucune action positive a été réalisée, la 4e année, le coefficient qui s'applique au calcul de la contribution sera majoré. Donc, il est entre 400 et 600 fois le SMIC horaire en fonction de la tranche effective de l'entreprise. La majoration, ça passe à 1500 fois le SMIC horaire par unité manquante qui est appliquée donc à l'entreprise. En revanche, si l'entreprise a passé des contrats de sous-traitance sur la période, donc ça va être 4 ans observés, donc, puisque c'est la 4e année que s'applique la majoration. Donc il faut que sur cette période, le coût total de ces contrats, le coût total de la main-d'œuvre donc attachée à ces contrats sur la période soit supérieur à 600 fois le SMIC horaire. Le SMIC horaire est un peu plus de 10 € actuellement. Donc voilà, ça fait un peu plus de 6 000 € passés en contrat de sous-traitance, avec ce montant-là uniquement consacré à la main-d'œuvre attachée à ces contrats, donc, puisque c'est uniquement la main-d'œuvre qui est valorisée sur ce type de contrat.
Donc, les dépenses déductibles sont révisées afin, là aussi, qu'elles soient en relation directe avec l'emploi des travailleurs handicapés ou les actions de maintien dans l'emploi. Donc, il y avait 13 dépenses déductibles précédemment. Voilà, elles étaient plafonnées à 10% du montant de la contribution. Bon, voilà, le plafond de contribution, le 10% demeure. Elles étaient prises en compte sur leur montant TTC. Le montant désormais est pris en compte sur le hors-taxe. Et donc, il y a désormais 6 dépenses déductibles, dont 3 qui ont été réintroduites temporairement donc jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, on va les détailler, ces dépenses. Donc, la première concerne la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ces locaux, donc hors obligation légale déjà inscrite dans le Code du travail et notamment dans le Code de la construction. La deuxième dépense, c'est le maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et la reconversion de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, avec la mise en œuvre alors soit de moyens organisationnels, humains, techniques qui permettent de compenser la situation de handicap, à l'exclusion effectivement des dépenses qui sont déjà prises en compte par d'autres organismes, que ce soit la CARSAT, la GFIP, etc., sur les aménagements de situation de travail notamment, et les dépenses qui font l'objet d'une prise en charge par d'autres organismes. Donc, par contre, les dépenses à la charge de l'entreprise peuvent être valorisées à ce titre. Ensuite, on a les prestations d'accompagnement des bénéficiaires, ainsi que les actions de sensibilisation et de formation à destination des salariés pour favoriser le maintien dans l'emploi ou l'intégration d'une personne en situation de handicap. Donc, tout ce qui concerne la sensibilisation, la formation, des actions, par exemple, de théâtre-forum, de manifestations en lien avec l'intégration d'une personne handicapée, d'intervention d'experts, voilà, ça peut être valorisé à ce titre. La quatrième dépense concerne la participation à des événements qui vont promouvoir l'accueil, l'embauche et le maintien dans l'emploi de salariés handicapés. Donc, ça peut être des forums, des job dating, etc. Le partenariat qui peut être conclu au travers de conventions avec des associations dont l'objet social est la formation, l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exception des actions de mécénat. Donc, on est bien dans une logique de convention, donc de partenariat, à proprement parler. Et enfin, les actions qui vont concourir à la professionnalisation des entreprises adaptées et des services d'aide par le travail et des TIH, donc qui vont permettre le développement des achats en direction de ces acteurs. Donc voilà, pour amplifier les achats en direction des acteurs du milieu protégé et adapté. Donc la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières devait être révisée par décret. Donc c'est le décret qui est paru le 5 novembre. En fait, la liste n'a pas été révisée sur le nombre d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Il y a toujours 36 emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Alors, on va retrouver des emplois pour lesquels il y a une pénibilité particulière, les dockers, les chauffeurs poids lourds, les mineurs, etc., sur lesquels il est admis qu'il est plus difficile de recruter des personnes en situation de handicap. Donc voilà, la liste demeure. Il est prévu un nouveau groupe de travail en 2021 justement pour retravailler cette liste, ce qui devait être réalisé dans l'intervalle, mais qui n'a pas été conduit sur cette liste-là. Donc le montant de la contribution sera minoré en fonction du nombre de salariés occupant ce type d'emploi dans l'entreprise. Donc, précédemment, il y avait des formules de calcul en fonction du nombre de salariés qui occupaient des ECAP dans l'entreprise. Voilà, ça a été valorisé différemment donc depuis le 1er janvier 2020. On prend en compte l'effectif ECAP qu'on multiplie par 17 fois le SMIC horaire en vigueur donc au 31 décembre de l'année de référence, qu'on déduira du montant de la contribution. Voilà, pour chaque personne qui occupe un emploi à condition d'aptitude particulière dans l'entreprise. Les accords agréés deviennent un levier, là aussi, pour amorcer les politiques favorables à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, précédemment, l'entreprise pouvait signer un accord avec ses instances représentatives du personnel sur les travailleurs handicapés, le faire agréer par l'autorité administrative, donc en l'occurrence la directe où est situé le siège de l'entreprise. Et de fait, cet accord constituait une modalité de réponse à part entière de l'entreprise pour son obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il n'y avait pas de limite dans le temps de ce type d'accord. Donc désormais, il y a un encadrement sur la durée de ce type d'accord. Donc ils vont être limités dans le temps à 3 ans
renouvelable une fois. On verra en fonction de l'entrée en vigueur de cet accord dans le temps ce que ça représente. Donc, voilà. Les accords d'établissement n'existent plus, puisqu'on l'a vu, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés désormais se fait au niveau de l'entreprise, donc ils disparaissent. Donc il n'y a plus désormais que des accords d'entreprise ou de branche qui peuvent être négociés. Donc, et ils conservent leur caractère libératoire. Il y a un arrêté qui leur est consacré, donc l'arrêté du 25 novembre 2019. Donc concrètement, en fonction de la date de signature de l'accord, on aura la possibilité de le renouveler une fois ou deux. Par exemple, si l'accord arrivait à échéance avant le 31 décembre, enfin au 31 décembre 2019, il pouvait être renouvelé deux fois, donc à partir du 1er janvier 2020, donc jusqu'en 2025. C'est l'exemple de l'exemple 1 sur la diapo présentée. Donc, en revanche, si l'accord était toujours en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la réforme, c'est-à-dire au 1er janvier 2020, il pourra être renouvelé qu'une fois. C'est le cas de l'exemple 2. Et l'exemple 3 aussi. Donc, il continue à produire ses effets. En revanche, la possibilité de renouveler, désormais, ce sera qu'une seule fois. Et l'exemple 4, donc s'il n'y avait pas eu d'accord jusqu'à présent, là aussi, il y aura possibilité de faire deux accords de 3 ans, donc jusqu'à 6 ans d'accords agréés. Le recouvrement de la contribution est transféré donc aux URSSAF et aux caisses de la mutualité sociale agricole. Précédemment, c'était l'AGEFIP qui assurait le recouvrement des contributions. Donc désormais, comme l'ensemble des cotisations sociales de droit commun, il y aura un seul interlocuteur unique qui sera effectivement l'URSSAF ou la MSA, en fonction effectivement de la caisse dont vous dépendez. Donc, qui fait quoi en 2021? Quel est le bon interlocuteur à solliciter? Donc, pour les entreprises, si la question porte sur la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés en DSN, le calcul du seuil d'effectif, les déductions, voilà, les dépenses directes, la sous-traitance, etc., les modalités d'exonération et d'écrêtement, c'est les modalités qui ont été mises en œuvre pour amortir la hausse de la contribution. L'accompagnement des entreprises par rapport aux difficultés financières, donc les interlocuteurs seront l'URSSAF ou la MSA. En revanche, l'AGEFIP reste l'interlocutrice des entreprises pour tout ce qui concerne l'information, l'orientation, l'outillage sur l'emploi des personnes handicapées, bénéficier d'un diagnostic RH sur ses pratiques pour mettre en œuvre l'obligation d'emploi, être conseillé, accompagné sur sa politique à handicap, le recrutement, le maintien dans l'emploi, etc. Bénéficier des aides et prestations donc pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et là aussi connaître le montant de sa contribution au titre de 2019 et des années antérieures. Voilà, l'AGEFIP restera l'interlocutrice des entreprises pour toutes ces questions-là. Donc, vous avez des outils à votre disposition. Donc, notamment, il y a des outils et des supports qui sont disponibles sur le site internet de l'AGEFIP. Un simulateur de calcul de la contribution qui permettra de connaître le montant de la contribution et de faire des projections par rapport au montant qui sera dû en 2021. Un numéro vert qui est à votre disposition. Vous avez des adresses mail dédiées pour poser vos questions par rapport à la réforme de l'obligation d'emploi ou des questions qui pourraient concerner vos déclarations sur les exercices antérieurs. Le réseau des 14 délégations régionales de l'AGEFIP qui est à votre service. Je vous ai mis les coordonnées de l'AGEFIP PACA Corse, qui est votre interlocutrice en région, pour le conseil direct notamment aux entreprises qui souhaitent mettre en œuvre une politique handicap. Le réseau des référents handicap, si vous souhaitez participer à des échanges de pratiques entre pairs par rapport aux questions sur le handicap. Il y a une adresse dédiée. Voilà, et tous les supports qui existent et qui sont consultables donc sur le site internet, que ce soit le simulateur, il y a des vidéos en ligne, un guide sur la réforme, des foires aux questions, des fiches pratiques. Voilà, et vous avez là aussi des informations qui sont accessibles sur les sites également de l'URSSAF et de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Donc, je vous ai mis des liens puisque vous pourrez bénéficier de ce support. Donc, il y a des liens actifs qui vous permettent d'accéder aux différentes ressources accessibles. Il y a notamment un guide qui vient d'être mis en ligne début novembre sur le site de l'URSSAF qui reprend les modalités déclaratives, les fiches consignes de la DSN, etc. Voilà. Et également le simulateur qui vous permet là aussi de calculer la contribution par rapport à l'obligation d'emploi, puisque la DSN, c'est un canal de transmission des données. En revanche, il faudra vous appuyer sur le simulateur
pour calculer la déclaration au moment où vous la ferez en 2021, donc au mois de juin 2021. Voilà pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et je suis à votre écoute pour les questions qui se poseraient. Merci Laurent. On va prendre les questions. Donc, première question, est-ce que vous confirmez que l'on compte également dans les effectifs d'assujettissement les personnes qui ne seraient plus présentes au 31-12, fin de contrat en cours d'année par exemple? Oui, puisqu'on va valoriser l'effectif moyen annuel, donc on prendra en compte la période, le prorata du temps de présence dans l'effectif de la personne en moyenne annuelle. Et plus comme on le faisait précédemment, où on prenait uniquement les personnes présentes au 31 décembre de l'année. Donc forcément, au prorata du temps de présence, même si le contrat s'arrête en cours d'année, il y aura un prorata de présence du salarié qui sera valorisé. Dans ce cas, faut-il déduire les périodes d'absence, type maladie notamment? En fait, on prend en compte la durée contractuelle du contrat. Voilà, donc les périodes de maladie suspendent le contrat, mais le contrat continue toujours à produire ses effets. Donc, il n'y a pas d'impact voilà, par rapport à l'effectif, le calcul de l'effectif. Voilà, c'est la durée attachée au contrat qui est pris en compte. Et donc, voilà, ça n'a pas d'impact les périodes de suspension puisque le contrat continue à produire ses effets. Voilà, je vous invite à vous référer. Il y a une fiche pratique sur le calcul des effectifs qui est en ligne sur notre site et dans lequel vous trouverez vraiment tout le détail du calcul des effectifs. Voilà, comment on prend en compte les effectifs, etc. Ok, Laurent, on continue. Pour la réalisation de diagnostics et travaux, à qui s'adresser? Là, ça concerne, j'imagine, les diagnostics accessibilité en lien avec les dépenses déductibles. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a, si vous voulez, je vous joindrai également le joint. Il y a un ordre professionnel qui réunit justement les professionnels de l'accessibilité des personnes handicapées. Hein. Donc, il y a un site internet. Donc, je pourrais vous donner le lien. Ça permet de trouver les coordonnées de professionnels spécialisés dans les normes d'accessibilité. Alors, ça peut être des cabinets d'architectes, des maîtres d'œuvre, etc. Mais comme ça, vous pouvez accéder à des contacts que vous pourrez mobiliser. Laurent, il y a beaucoup de questions, donc je vous propose de répondre de la manière la plus synthétique possible. Alors, est-ce que l'utilisation d'EA n'est pas possible via la DSN? Donc, comment la déclarer? Donc, ça se fera donc en 2021. L'entreprise adaptée avec laquelle vous avez réalisé un contrat vous adressera une attestation dans laquelle sera mentionné notamment la main-d'œuvre attachée au contrat et les 30% que vous pourrez déduire du montant de votre contribution. Voilà, tout simplement, ça viendra en déduction du montant de la contribution. Merci Laurent. Une autre question d'Anaïs. Si mon entreprise repasse sous le seuil des 20 salariés, elle bénéficie à nouveau de l'exonération des 6 ans? Pendant 5 ans, 6 ans? en fait. Voilà, 5 ans d'exonération, effectivement. Donc, on est sur 5 années consécutives. Donc, si pendant cette période, l'entreprise repasse sous le seuil des 20 salariés, le délai repart sur 5 années consécutives. OK. Question de Gaël. J'ai vu une entreprise qui compense l'embauche de salariés ayant une RQTH par le fait qu'il y a des salariés âgés de plus de 50 ans. Je trouve que cela va défavoriser l'embauche des personnes ayant la RQTH. Qu'en pensez-vous? En fait, ça concerne effectivement, alors bon, on parle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc ça ne concerne pas uniquement les bénéficiaires qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il y a les pensions d'invalidité, etc. Il y a d'autres types qui sont valorisés. La majoration appliquée aux 50 ans et plus, elle est justement introduite pour favoriser l'emploi des seniors. Donc ça va pas, voilà, c'est une modalité de comptabilisation particulière. Effectivement, il y a une survalorisation de ces bénéficiaires-là. Mais encore une fois, qu'il y a une logique de maintien dans l'emploi pour les bénéficiaires seniors. Hein. Une autre question de Philippe. Bonjour, j'ai noté qu'au 1er janvier, les intérimaires n'étaient plus comptabilisés dans le calcul. Mais après, vous avez dit que tout contrat, y compris intérim, était comptabilisé. Alors, on fait le distinguo en fait pour déterminer l'effectif de ce qu'on appelle d'assujettissement.
c'est-à-dire celui qui va déterminer si vous avez plus de 20 salariés et donc si vous êtes assujetti à l'obligation d'emploi. Donc, dans ce calcul de l'effectif, les intérimaires ne sont pas pris en compte puisqu'ils n'ont pas de contrat de travail avec l'entreprise. Encore une fois, c'est une prestation, l'intérim. Voilà. En revanche, si on vous délègue des intérimaires handicapés, donc que vous faites travailler voilà, via un contrat avec une entreprise de travail temporaire, les intérimaires handicapés seront valorisés dans la réponse de l'entreprise à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et à ce moment-là, l'entreprise de travail temporaire vous adressera également une attestation en 2021 pour valoriser les bénéficiaires de l'obligation d'emploi comme la réponse de l'entreprise à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Voilà. Très bien, Laurent. Encore des questions. Donc, les dépenses de diagnostic et travaux sont-elles à 100% déductibles? Oui, enfin, encore une fois, dans la limite de 10% des dépenses déductibles de la contribution, c'est la limite qui est fixée par la loi. Mais après, effectivement, la prise en compte du diagnostic, elle peut être valorisée à ce titre. Alors, encore une question de Pauline. Avant, les salariés en invalidité totale n'étaient pas comptés comme BOETH, mais il semblerait qu'ils le sont désormais. Vous confirmez? Il n'y a pas eu de changement à ce niveau. Donc, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sont définis par un article, c'est l'article L5212-13 du Code du travail. Et les bénéficiaires d'une pension d'invalidité sont bien valorisés à ce titre. Mais voilà, il n'y a pas eu d'impact avec la réforme sur cette situation-là. Il était déjà précédemment également. Donc, Pauline nous dit il pourrait donc compter pour une unité bénéficiaire, alors qu'un salarié à 50% ne comptait que pour 0,5. Après, effectivement, ils sont valorisés au prorata du temps voilà, de travail dans l'entreprise. Voilà. Voilà, on a fini avec les questions, Laurent. Tout le monde vous remercie. On a des commentaires. Merci, merci beaucoup, très précis. C'est très clair, merci. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des questions et qu'on a pu y répondre de la meilleure des manières, me semble-t-il. Donc, merci encore, Laurent. Peut-on recevoir le PowerPoint avec les infos? Oui. Oui, on aura la liste de tous les inscrits et derrière, donc, on vous enverra l'ensemble des informations. Voilà, juste deux mots de conclusion voilà, par rapport à cette présentation. Donc, le support contient des liens actifs que je vous invite à suivre pour vraiment approfondir. Consultez les fiches pratiques. Il y a 6 fiches pratiques qui ont été mises en œuvre avec point par point vraiment les aspects techniques de cette réforme, le calcul d'effectifs, valorisation de la sous-traitance, etc. Et après, n'hésitez pas à nous interpeller également si vous souhaitez être accompagné pour justement optimiser la réponse à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'aune de l'application de cette réforme.